de fracture au niveau de la bourse et en l'espace, en 2008, directement 25 000 milliards de dollars qui partent en fumée. Comparons simplement avec le plan que Barack Obama a mis en place aussitôt après pour les États-Unis. Voilà, 780 milliards de dollars, alors que là, ce qui était perdu, c'était 25 000 milliards de dollars. C'est à quel nom? Personne n'a été enlevé, chacun est resté à son poste avec bien sûr la même idéologie, le même ultralibéralisme, la même approche dans sa gestion. Donc il est clair que c'est reparti comme avant. Très souvent, quand on pense le problème offshore, on pense à des paradis fiscaux strictement, où il y a effectivement une absence de fiscalité pour les acteurs qui enregistrent leurs actifs, que ce soit des particuliers, des multinationales, des banques. On pense à des endroits où s'observe une absence de transparence dans l'application de la loi, puis un cadre judiciaire souvent minimal, voire un cadre anomique, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de loi qui vaille, une absence d'activité substantielle sur place de la part des entreprises qui inscrivent leurs activités. Ce sont souvent plutôt des jeux d'écriture qui ont lieu. Ce sont aussi des juridictions qui ne facilitent pas, pour dire le moins, l'échange d'informations dans le contexte d'enquête judiciaire. Donc, les juges d'instruction et les enquêteurs qui font la demande, étant donné qu'il s'agit d'une autre juridiction, un paradis fiscal, c'est une souveraineté politique à part entière, peuvent attendre 2 ans avant d'avoir une réponse, alors que la transaction financière dont on cherche à connaître la nature peut avoir été faite en 5 minutes par un clic de souris. Et le secret bancaire qui prévaut dans les paradis fiscaux permet à des acteurs, des titulaires de comptes ou des détenteurs d'actions d'agir dans l'anonymat sans qu'on connaisse la nature des transactions. Mais ce qui m'intéresse, au titre d'une définition, là, ce serait de parler des juridictions de complaisance comme d'un terme générique, juridiction de complaisance ne comprenant pas seulement les paradis fiscaux, mais également les ports francs, les zones franches, les paradis réglementaires, les paradis bancaires, les paradis judiciaires, c'est-à-dire toute juridiction qui existe précisément pour permettre à des acteurs puissants, nantis, influents, de contourner les règles de droit. La première raison, c'est la plus souvent mentionnée, c'est hélas la moins compromettante, je vais y aller dans ordre d'importance, plutôt dans une progression vers le pire. Le premier problème, il est fiscal. Pour citer François-Xavier Verschave qui parlait du problème en ces termes, je veux dire, quand il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer des impôts, plus personne ne financera les institutions de biens publics. Il devient très facile pour des acteurs, que ce soit des particuliers nantis, même la classe moyenne aisée, ou évidemment les multinationales, les PME, de contourner le fisc. C'est même devenu, on a même l'impression d'être en quelque sorte naïf quand on paie ses impôts. C'est-à-dire qu'une société peut très aisément, du moment qu'elle est bien conseillée, se vendre à elle-même sa production à prix coûtant, depuis le pôle de production qui est le sien à une filiale qu'elle créerait dans un paradis fiscal, et du coup comptabiliser ses profits à l'extérieur de la juridiction où se trouve produite sa production. Si vous prenez par exemple Forest Laboratories, une société pharmaceutique américaine située à Phoenix, en fait, elle s'est fait passer auprès du fisc américain par le biais de 5 juridictions différentes comme une société des Bermudes. Et elle a enregistré aux Bermudes ses profits et c'est depuis les Bermudes qu'elle prétend vendre sa production. Et ça lui a permis en 2007 d'éviter de payer 155 millions de dollars au fisc américain. Et le problème, c'est qu'on finit à travers cette course aux échappatoires, lesquels échappatoires sont souvent aménagés avec la complaisance complète de la classe politique, on se trouve en quelque sorte à perdre complètement de vue ce qu'est le fisc. Qu'est-ce que c'est le fisc? C'est la pointe d'épine
dans le gras du riche, qui lui rappelle de temps à autre que si, et ça c'est d'un point de vue libéral, là, si on voulait adopter ce point de vue-là, que s'il parvient, ce détenteur de capitaux, à s'enrichir à titre privé, c'est encore parce qu'il bénéficie de l'élaboration d'infrastructures d'intérêt public. Si un investisseur vient ici à Nantes, il sait qu'il a accès à un système routier, à un personnel potentiel qui est formé, alphabétisé, soigné, à des aéroports dans la région, à un système de tramway, un système de transport en commun. C'est parce qu'il y a des infrastructures que cet acteur-là pourra se dire méritant. Le problème, c'est qu'on a renversé le rapport. Et étant donné que le capital se trouve à s'affranchir des juridictions traditionnelles, aujourd'hui, c'est lui qui se présente de l'extérieur comme pouvant ou non se positionner sur un territoire ou un autre. Et à ce moment-là, il dit aux représentants des États, qui sont aujourd'hui plutôt des courtiers vendant des avantages juridictionnels à ces investisseurs devenus souverains, au fond, il dit à ses représentants des juridictions, donnez-moi des avantages, adaptez la juridiction à mes intérêts, subventionnez éventuellement ma présence, donnez-moi accès aux ressources, donnez-moi accès aux sources d'énergie, et éventuellement, je créerai une petite classe d'employés qui pourra, elle, payer des impôts et financer quelque chose qui ressemble à des institutions de biens publics. Le deuxième problème, c'est que les juridictions de complaisance, qui ne sont pas seulement des paradis fiscaux, mais aussi des ports francs, des zones franches, des paradis bancaires, des paradis judiciaires, des paradis réglementaires, sont des juridictions qui touchent maints aspects de nos vies, les compagnies d'assurance, les fonds à risque, les banques, les trusts, les holdings, donc les mécanismes de gestion des multinationales, les armateurs dans le domaine du transport maritime, les gestionnaires d'industrie comme tels, les particuliers, trouvent en quelque sorte, en ce réseau des quelques 70 ou 80 paradis fiscaux, une sorte de système de tricherie à la carte. Si un particulier allemand veut frauder le fisc allemand, il n'a pas accès à tous les paradis fiscaux, mais c'est le Liechtenstein qui a adapté des propositions qui lui permettent de se faire. Même chose pour la Barbade par rapport au Canada. Si on veut enregistrer, immatriculer des navires qui battent pavillon de complaisance et qui n'ont plus à respecter des normes environnementales ou sociales ou professionnelles ou des normes en matière de sécurité au travail, on va aller au Libéria, au Panama ou à la Barbade. On n'ira pas nécessairement au Luxembourg. Le Luxembourg, ce sera plutôt pour les banques. Ce sont des juridictions qui touchent à peu près à toutes les sphères d'activité. On a eu en Irlande, ça s'est terminé il y a quelques années, mais un paradis fiscal adapté à la situation des artistes de haut niveau. Il y a à Sainte-Lucie un paradis fiscal qui se développe quant aux questions de santé. La Côte d'Ivoire a développé toute une zone franche dans le domaine pharmaceutique. Le troisième problème, j'essaie de faire vite, Pino Arlacchi, qui est un anthropologue italien d'inspiration weberienne, qui a analysé l'évolution de la mafia italienne durant le XXe siècle, constate qu'au début du siècle, on a une mafia au fond régionaliste qui contrôle plutôt des territoires et qui devient de plus en plus une série d'acteurs agissant dans le domaine financier et agissant sur tous les tableaux. C'est-à-dire que pendant que la mafia italienne arrive à recourir à ces méthodes, c'est-à-dire rançon, intimidation auprès des fournisseurs, ainsi de suite, pour mener des activités dont elle a le monopole. Elle profite également, parce qu'elle s'associe à des fiscalistes ou à des avocats d'affaires, elle profite de tout le système de subvention de la communauté économique européenne. Le trafic de la drogue, le trafic d'armes, le service de mercenariat, le trafic des matières dangereuses, tout le réseau de la contrefaçon dans le domaine des médicaments, la traite des êtres humains dans la filière de la prostitution et de la pornographie, le marché de la dette, la corruption politique constituent autant de filières criminelles qui, si elles étaient combinées entre des acteurs qui se constitueraient comme pays, devraient faire l'objet d'une invitation au G8, tellement les fonds en cause sont importants. Dans les paradis fiscaux, évidemment, le blanchiment d'argent est facilité.
de sorte qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui relève de l'économie licite de l'économie illicite, ce qu'on a bien vu en France dans l'affaire Elf, où on a une société pétrolière qui peut en même temps vendre au détail de l'essence aux honnêtes consommateurs des pays du Nord, tandis qu'elle gère des fonds occultes, des caisses noires, le trafic d'armes dans des dictatures. L'ampleur du problème. La moitié des flux financiers mondiaux transitent par les paradis fiscaux. C'est la moitié du stock mondial d'argent. Et quand on regarde ce qu'en dit Raymond Becker, qui n'est pas tout à fait un bolchevique, mais qui est un diplômé de Harvard, travaillant pour le Center for International Policy à Washington, par rapport à la question du blanchiment d'argent, Baker, qui est un capitaliste, hein, qui présente les paradis fiscaux comme un cancer du capitalisme, comme étant en fait une gangrène qui risque de mettre à mal le système qu'il défend. En évaluant à partir de statistiques ou de données du Fonds monétaire international, du Boston Consulting Group ou d'autres instances, il se blanchit annuellement 1000 milliards de dollars dans les économies licites. C'est-à-dire que 1000 milliards de dollars provenant de l'économie, soit de l'armement ou de la drogue, se trouvent investis dans nos régimes censés encadrer minimalement l'économie. De sorte que lorsqu'on essaie d'attirer les investisseurs, ce qui est à peu près la dernière fonction qui reste à nos représentants politiques, on se trouve à investir des fonds à attirer des fonds qui souvent proviennent d'économies noires. Les banques ne se font pas confiance entre elles, donc du coup, les emprunts par les entreprises sont très difficiles, puisqu'il n'y a pas de réassurance pour les banques, qu'elles puissent, lorsqu'elles prêtent, être réassurées derrière par une autre banque. Et maintenant, bien sûr, c'est nous qui avons la banqueroute, parce que c'est clair que les imprudences qu'ils ont commises, les sottises, la cupidité qu'ils ont amenées, aujourd'hui, c'est nous qui en tirons les résultats, puisque regardez la Grèce, il faut absolument interdire que les banques de dépôt soient adossées aux banques d'affaires. Ce qui est arrivé depuis quelques années est absolument dommageable, puisque justement, les banques d'affaires étant adossées aux banques de dépôt, elles ont pu prendre des risques parce qu'elles avaient des fonds qui étaient des banques de dépôt. Les problèmes qu'on a, c'est surtout les problèmes du G8, et maintenant on est à 20. Et on est à 20 parce que tout simplement, on a besoin des autres maintenant pour les liquidités, pour nous sauver. D'autre part, ça veut dire aussi qu'il va falloir quelque part refuser les projets d'austérité, parce que des projets d'austérité qui fonctionnent sur un système qui cautionne des paradis fiscaux, c'est inacceptable. La question de la volonté politique, c'est moins, il me semble, la réponse que la question. Et Jean de Maillard, le juge français qui s'intéresse beaucoup à la question, soulève bien le problème. Quand il finit par se contredire lui-même, mais c'est pas qu'il fait une faute, c'est simplement que la réalité se contredit elle-même. Quand il mentionne que d'une part, on pourrait faire disparaître les paradis fiscaux comme ça, d'un claquement de doigts, je veux dire, avec un coup de crayon, parce que les paradis fiscaux, ce sont souvent des dépendances britanniques, parce que c'est le Delaware, c'est la City de Londres, bon, je veux dire, ce sont des zones contrôlables par les États de droit. Mais en même temps, le même Jean de Maillard va dire, les acteurs qui profitent des paradis fiscaux sont tellement puissants qu'ils contrôlent les États aussi, par le lobbying, par le financement des campagnes électorales, licites ou illicites. Aux États-Unis, c'est ouvertement qu'un président a besoin de l'establishment financier qui profite des paradis fiscaux pour devenir président. Et sinon, ça se passe par les caisses noires, comme l'on sait. La question, c'est moins, il me semble, c'est certes de développer des propositions techniques, financer, adopter une fiscalité par rapport à des bilans consolidés détaillés, ne pas reconnaître une transaction dont on ne connaîtrait pas au fond l'origine ou la destination, donner accès aux chambres de compensation à des instances comme le GAFI ou comme l'ONU ou Interpol. Ou d'autres tartufferies là, assez évidentes comme les listes de l'OCDE qui blanchissent à vue d'œil ou ces mécanismes de révision par les pairs pensés par l'OCDE où en fait des pays se contrôlent entre eux pour éviter l'hémorragie fiscale alors que tous les pays en cause ont des cadavres dans le placard. Et on se retrouve même, c'est le pire, avec une reconnaissance des paradis fiscaux. Parce que c'est ça que finissent par créer ces listes. C'est que lorsque les pays quittent les listes
les listes de l'OCDE, eh bien, on finit par créer des paradis fiscaux biologiques ou équitables, quoi, des paradis fiscaux labellisés qui ont une sorte de légitimité, quoi, du coup. Donc, la question, c'est encore une fois, quoi, c'est de revenir à la politique qui est disons, une façon d'opposer un discours à du discours. Quoi. La politique, ça a toujours été de nommer autrement le même et de surtout pas s'en tenir à la parole du pouvoir, au lexique du pouvoir, aux habitudes rhétoriques du pouvoir pour essayer d'être crédible à ses yeux. Mais c'est d'opposer un autre discours. Et ce qui me fascine, moi, sur la question des paradis fiscaux, c'est ce paradoxe, à savoir que d'une part, le commun, les gens ordinairement dotés d'intelligence et de langage, là, ce serait ça le commun, est intimidé devant la question des paradis fiscaux. Et en même temps, la question des paradis fiscaux, elle est omniprésente dans l'esthétique de masse. Prenez les films d'Hollywood, la bande dessinée belge, les romans de gare, les romans noirs, il y a toujours le Panama, les Caïmans, la Suisse, le Luxembourg, je veux dire, les îles Vierges britanniques, les îles anglo-normandes, on les représente continuellement et les représente autant dans des gros navets que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, que dans des films de Godard. Mais continuellement, dans tout le spectre de l'offre, si on parle en termes économiques, esthétique donnée au bon peuple, souvent par des industries qui méprisent leur public, je pense à Hollywood, on va quand même parler des paradis fiscaux et souvent d'une manière fine par rapport au trafic d'armes, par rapport au trafic de la drogue, par rapport à la corruption politique, par rapport au blanchiment d'argent, par rapport au port franc, par rapport aux zones franches, par rapport au trafic d'influence. Et je me suis tapé, moi, pendant 1 an et demi, cette production esthétique souvent navrante, mais pour voir à quel point, au fond, elle révélait une conscience populaire du problème. Une conscience populaire qu'on a confinée au domaine du divertissement. L'expression paradis fiscal, c'est une blague. C'est des fiscalistes cyniques qui ont créé ça parce qu'ils ne voulaient pas qu'on nomme la chose qu'il s'agit de ne jamais nommer. Donc on parle de paradis fiscaux, on recycle l'esthétique coloniale avec les îles, les palmiers, les baïnés, les cannibales, il y a toute cette espèce d'esthétique de pacotille qui revient. Et la question aujourd'hui, c'est pas de faire de la pédagogie, c'est pas de commencer à zéro, c'est pas de démystifier. Les gens savent. C'est de déplacer le problème du champ du divertissement esthétique au champ de la politique. Et ça, c'est pas Hollywood qui va le faire, c'est nous. Est-ce qu'il y a une idée derrière ça, de répartition plus juste des richesses et une réflexion sur les conséquences environnementales des paradis fiscaux? Moi, je dirais que c'est un problème qui est lié automatiquement. La responsabilité financière est liée à la responsabilité sociale et est liée à la responsabilité environnementale. Dessus, d'abord, ça amène une compréhension